Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Laurence Jumeau. Ensemble, nous allons discuter de l'apport du cloud pour un numérique responsable ou comment réduire l'empreinte environnementale du numérique grâce au cloud. Bonjour Laurence. Bonjour, donc effectivement, Laurence Jumeau, je suis VP chez Capgemini Invent, qui est la partie conseil de Capgemini. Et j'ai créé l'offre numérique responsable il y a 2 ans. J'en suis responsable pour Invent et évidemment, le cloud fait partie des actions nécessaires pour réduire l'impact carbone d'un système d'information. Très bien. Alors avant de commencer, je vais d'abord donner quelques chiffres pour mieux comprendre le contexte de notre discussion. D'abord, le numérique représente aujourd'hui 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'empreinte des gaz à effet de serre du numérique pourrait augmenter de manière significative si rien n'est fait pour le limiter. On parle de plus 60% d'ici à 2040. Et au-delà de l'empreinte carbone, le numérique comprend d'autres facteurs, notamment il y a la consommation des ressources comme l'eau ou les minéraux par exemple. Donc il faut bien avoir tout ça en tête quand on parle de numérique responsable. Quel apport le cloud peut-il avoir dans la recherche d'un numérique responsable ou en tous les cas d'une limite à l'impact environnemental du numérique? Alors, je vais aussi citer quelques chiffres, 2 chiffres qui sont assez révélateurs. Donc, depuis 2010, l'augmentation du trafic Internet a été multipliée par 12. Et pour autant, en parallèle, la consommation énergétique des data centers n'a été multipliée que par 1,06. Et donc, pourquoi on arrive à cette faible augmentation de la consommation des data centers ? Ça s'explique en partie par le remplacement des data centers traditionnels, c'est-à-dire dans les entreprises, par des data centers cloudifiés. Et pourquoi ? La raison principale, c'est un meilleur PUE. Alors, c'est quoi un PUE ? C'est le Power Usage Effectiveness. C'est ce qui mesure l'efficience énergétique d'un centre informatique. Et c'est là où les providers de cloud sont bien meilleurs que les entreprises traditionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce PUE, on a peut-être des chiffres ou des idées de ce que ça représente Tout à fait. Alors, dans nos benchmarks, on voit que en moyenne, un data center historique a un PUE environ égal à 2. Alors, des entreprises sont meilleures et peuvent arriver à 1,6. Quand on regarde le cloud privé, là, on a plutôt un PUE à 1,5. Et quand on regarde le cloud public, on sait que on peut arriver jusqu'à 1,1. Et comme ce facteur est essentiel, puisqu'il permet de mesurer aussi l'efficacité énergétique des serveurs, plus il est bas, mieux c'est. L'impact est vraiment réel. D'accord, donc on voit bien que dans le cloud, de toute façon, par défaut, on a un impact qui est moindre en tous les cas. Exactement. Et avant d'aller dans le cloud, est-ce qu'il y a des choses à faire pour, justement, dans le cadre de cette recherche de limiter son empreinte sur l'environnement ? Eh bien, les entreprises traditionnelles, si elles ne veulent pas passer dans le cloud immédiatement, si elles ne peuvent pas, elles peuvent adopter les bonnes pratiques des providers de cloud. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques ? Déjà, c'est une virtualisation, une automatisation complète des ressources d'infrastructure. Elles peuvent aussi continuer à transformer leur parc de serveurs pour gagner en efficience énergétique. Alors, c'est toujours compliqué, parce que transformer les serveurs, ça veut dire voir s'il faut en racheter ou s'il faut changer quelques pièces. C'est vraiment un process qui est compliqué. Elles doivent aussi travailler sur la localisation des services, puisque la géolocalisation est importante et il faut que les données soient au plus proche des utilisateurs. Et puis, enfin, elles doivent travailler sur le PUE de leur data center. Mais ça demande des investissements très importants, puisqu'il faut revoir le bâtiment, la consommation énergétique du bâtiment, et ce sont souvent des investissements qui sont trop importants pour une entreprise. Est-ce qu'il y a des freins ou des limites, justement, à l'utilisation du cloud ? Alors, les limites, c'est d'abord ce qu'on veut mettre dans le cloud. Il faut, mais ça rejoint la stratégie cloud. Et je dirais que le numérique responsable, c'est un critère de décision supplémentaire quand on construit sa stratégie Move to Cloud.
C'est-à-dire qu'on va introduire cette notion de calcul de la réduction de l'impact carbone due à la cloudification. Et maintenant, on est capable de le faire. Donc ça s'inscrit vraiment dans une stratégie cloud, prendre en compte un critère supplémentaire qui est l'impact carbone des serveurs. Et c'est quelque chose qu'on fait nous pour nos clients dès qu'on parle de transformation cloud. Je pense, maintenant c'est obligatoire. Hein. Ça serait vraiment pas professionnel de pas le faire. Et oui, effectivement, quand on construit une stratégie cloud, on va regarder l'existant. On va être capable aussi de challenger les providers de cloud. Ça peut devenir contractuel, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Pour avoir une transparence sur leurs pratiques, sur la localisation des data centers, puisque le pays est essentiel. Hein. Un data center qui est en France est bien moins consommateur qu'un data center qui est dans un autre pays, pas très loin comme l'Allemagne. Donc tout ça, voilà, ça génère des nouvelles discussions qu'il n'y avait pas encore l'année dernière. Donc oui, on sait faire ça. Donc Laurence, on l'a vu, le cloud public, c'est une bonne solution pour essayer de limiter son impact environnemental, mais j'imagine qu'il y a à la fois des points forts et des points faibles à aller dans le cloud. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Tout à fait, il y a des prérequis, et il ne faut pas croire que c'est toujours la solution miracle. Alors le point fort des providers de cloud, c'est tout ce qu'ils ont mis en place pour contrôler et automatiser l'utilisation des ressources. Donc leurs infrastructures sont virtualisées, la gestion des serveurs est complètement automatisée. Ils ont mis en place tout un panel de services de stockage et d'archivage des données qui est automatisé, c'est-à-dire que ils vont pas conserver des données pour rien. Et puis ils ont mis aussi de l'outillage pour mesurer et contrôler l'utilisation cloud et très récemment pour calculer l'empreinte carbone. Pour autant, ce qu'on observe, même s'il y a vraiment eu des progrès l'année dernière, il y a encore une transparence assez faible de certains providers sur leur consommation énergétique. Et puis, ils ont vraiment des difficultés à fournir des données de consommation par client. Le deuxième point fort, c'est la maîtrise de l'obsolescence des infrastructures. C'est-à-dire que les serveurs, plus ils sont nouveaux, moins ils consomment. Pour autant, il y a des fois des choix à faire, puisque quand on calcule l'impact carbone d'un serveur, on va pas regarder uniquement l'usage, on va regarder le cycle de vie, depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Et c'est un impact qui est très important. Et donc là, ils ont mis en place, ou ils commencent à mettre en place des processus, des surveillances qui permettent d'optimiser le matériel avec un remplacement ou un rafraîchissement. La différence est importante puisque remplacement, il y a la construction d'un nouveau serveur. Le rafraîchissement, on va plutôt changer une partie du serveur. Et donc, voilà, leur objectif, c'est de les changer tous les 2 à 3 ans. Donc, les changer au bon moment pour avoir des machines moins énergivores. Là aussi, on a encore peu de visibilité sur la gestion des cycles de vie des serveurs. Donc, ce sont des questions qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur pose, et c'est pour ça que c'est important dans le choix d'un provider, ou même après dans les discussions avec les providers, de leur demander leur politique de gestion du cycle de vie des serveurs. Le troisième point qui est important, c'est la géolocalisation. Donc l'avantage des providers, c'est qu'ils ont une implantation internationale, donc on peut espérer que ils vont être dans le pays où il y a les utilisateurs. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont essentiellement implantés dans les capitales. Et donc, si vous avez une entreprise implantée dans des zones plus rurales, eh bien là, automatiquement, vous allez être plus éloigné des data centers des providers. Et pourquoi c'est important d'être proche du data center des providers ? Alors, sans rentrer dans des détails techniques, la consommation énergétique est moindre si la donnée est à côté. D'accord. Voilà. Et puis enfin, le quatrième élément, c'est les data centers. Comme j'expliquais au début, c'est vraiment important. Et eux, c'est leur métier.
Donc, ils sont à la pointe de l'urbanisation des data centers. Ils ont pensé avant tout le monde comment refroidir un data center en étant le moins consommateur. Ils ont réduit les coûts énergétiques associés aux bâtiments et ils investissent beaucoup, ce qu'une entreprise traditionnelle ne peut pas faire. Eux, ils investissent beaucoup en R&D pour accélérer la réduction de la consommation énergétique des data centers, comme par exemple les immerger dans de l'huile pour que ça soit moins impactant, moins consommateur. D'accord. Et justement, tu disais qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, alors ça viendra sûrement, mais la visibilité sur tous ces impacts qu'il y a chez les clouders. Du coup, comment on fait pour mesurer l'impact environnemental de notre IT? Alors, on leur pose la question et on espère avoir une réponse plus ou moins exacte. Et nous-mêmes, on a nos benchmarks, donc on prend des hypothèses. On va prendre des hypothèses sur leur PUE, par exemple. Donc, on sait qu'ils peuvent arriver jusqu'à 1.1, mais comme on n'est pas sûr, on va plutôt prendre 1.2. Et après, sur les data centers, on leur demande clairement où ils sont positionnés. Et nous, on a tout ce qu'il faut pour ajuster le calcul suivant où est le pays, où est le data center, et suivant aussi la proximité avec les utilisateurs. Donc on va dire qu'on leur pose des questions, et ensuite on prend des hypothèses et on corrige ou on complète ce qu'ils nous ont donné comme information. Donc pour l'instant, il y a vraiment besoin d'un retraitement manuel. On ne peut absolument pas se contenter des résultats qu'ils donnent avec leur calculette. D'accord. Très bien. On a vu ensemble donc les impacts et les points forts, les points faibles des clouders et du fait d'aller dans le cloud. C'est quand même aujourd'hui une bonne chose d'aller dans le cloud pour limiter son impact environnemental. Mais quels sont les principes à respecter pour justement favoriser au maximum la limite de l'impact environnemental de mon IT? La première chose, c'est le contrat, l'engagement contractuel. Donc nous, on a développé un questionnaire assez détaillé que l'on pose aux providers. Et notre conseil, c'est de mettre leurs réponses dans le contrat. Et ce sont des questions sur leur politique de maintenance des serveurs, enfin comment ils gèrent le cycle de vie des serveurs, sur leur politique de refroidissement des data centers, où sont les data centers, enfin tout ce qu'on a vu jusqu'ici, on l'a mis dans une grille, et donc ils doivent s'engager. On peut aussi intégrer des KPI dans le contrat sur l'usage énergétique au niveau des infrastructures providers et quel type d'informations ils vont être capables de fournir. Le deuxième principe, c'est vraiment de se plonger dans l'architecture, enfin de leur demander comment organiser leur architecture pour avoir une architecture décentralisée, à la fois des puissances de calcul et du stockage, de manière à avoir des hébergements multizones et que là aussi on favorise la géolocalisation et la proximité de la donnée. Le troisième principe, c'est d'avoir une migration raisonnée du parc applicatif. Mais ça, c'est ce que je disais. C'est de toute façon, quand on fait une stratégie cloud, c'est vraiment un élément clé. Et parce que ça peut être négatif si il faut regarder par rapport aux serveurs d'origine et bien comparer les applications qu'on veut migrer entre le serveur d'origine et le cloud. Et puis enfin, tout ça s'accompagne d'une transformation des pratiques, parce que si on ne change pas les pratiques, on peut être amené à surutiliser les ressources du provider, et auquel cas on a un gain qui finalement est grignoté largement par une consommation exagérée. Et donc, il y a aussi un changement des pratiques pour les utilisateurs du cloud, voilà, et pour leur faire comprendre leur impact d'accroissement des besoins. C'est là où finalement le FinOps peut être aussi intéressant, au-delà de l'impact financier, de la maîtrise financière, c'est aussi la maîtrise environnementale de mon impact dans le cloud. Exactement. Donc là, je dirais que c'est vraiment le dernier facteur clé de succès. C'est le FinOps, c'est de la maîtrise, c'est des tableaux de bord. Eh bien, il faut absolument insérer dans le tableau de bord FinOps l'impact carbone de ces serveurs.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Avant de finir, notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Alors, en tant que responsable de l'offre numérique responsable, mon objectif, il est clair. J'ai passé beaucoup de temps en 2021 à répandre la bonne parole. J'ai présenté l'offre à une 60aine d'entreprises. Eh bien, maintenant, j'espère qu'on va vraiment passer à l'action. Et je suis sûre que ça va être le cas, puisque l'année dernière, quasiment toutes les grosses entreprises ont créé un nouveau poste de directeur numérique responsable. Et donc, c'est une personne qui est montée en compétence l'année dernière, parce que c'est un nouveau sujet, et qui maintenant va commencer à agir. Donc, voilà, mon objectif professionnel, mais aussi personnel, en fait, c'est de contribuer à la réduction de l'impact carbone des systèmes d'information. Bon, on lance les projets, alors. Voilà. Merci encore, Laurence. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.